Ils sont partout. Ils nous permettent de regarder la télé, de surveiller les feux de forêt, de savoir qu'il pleuvra après-demain, de trouver la pizzeria du coin du bout de son téléphone, de mesurer le déplacement des plaques tectoniques, de surfer sur le web depuis un bateau de croisière, et pourtant, ils sont plutôt discrets. On ne pense jamais à ces appareils hyper sophistiqués qui risquent leur carcasse à chaque instant pour nous permettre nos habitudes de vie modernes. Je veux bien sûr parler des satellites. Nous sommes le 21 juin, bienvenue en été en passant. Ce soir c'est Podcast Science 91, 91 et justice sera enfin rendue puisque c'est notre ami Marco qui va tout nous raconter sur ces drôles d'engins. Bonsoir, professeur Fon pour vous accueillir. Alors ce soir à mes côtés, pas grand monde en réalité. Marco doit nous présenter son dossier, mais il a un petit problème de métro. Il va nous rejoindre avec un petit peu de retard. Franck, on ne sait pas où il est passé. Il devait être avec nous et il a disparu. Franck, si tu nous écoutes. Par contre, on a un invité surprise ce soir en la personne de George McKee. George, t'es avec nous ? Oui, et mon virus du rhume aussi. Bienvenue à vous tous, et à toi et à ton rhume. Ce soir, on va commencer par un retour sur la news de la semaine dernière que Franck avait présentée en fin d'émission. T'avais une réaction, Georges, t'as voulu venir la partager sur le podcast, donc on y viendra tout de suite. Ensuite, on aura le dossier de Marco sur les satellites artificiels. Et puis, on présentera le dossier de la semaine prochaine. Et si jamais Franck nous rejoint en cours de route, on aura peut-être une nouvelle news de Franck avec peut-être une nouvelle réaction de Georges, qui sait. Donc, Georges, la semaine dernière, en fin d'émission, on avait évoqué l'annonce faite par l'OMS qui maintenant classe officiellement les gaz d'échappement des moteurs diesel comme cancérogènes pour l'homme. Et tu as voulu revenir là-dessus à travers un petit billet d'humeur, donc revenir sur cette annonce du CIRC et son traitement par les médias que tu as trouvé surdramatisé. Donc pas particulièrement chez Podcast Science où Franck finalement n'avait fait que relayer l'info telle qu'elle, mais voilà, c'est chez Podcast Science que les auditeurs ont la parole, donc on est ravis de t'accueillir pour que tu puisses réagir. D'abord, merci pour l'invitation. Et effectivement, c'est bien la façon dont les médias ont rapporté le communiqué de presse du CIRC qui m'a irrité et non la news de Franck, qu'on soit bien d'accord. Et que pour les choses soient bien claires, je ne remets pas du tout en cause les travaux du CIRC ou l'étude qui a marqué sa décision. Paradoxalement, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vous dirai pourquoi. Ok, ouais, alors je me réjouis. Alors, en attendant, je vais prendre comme exemple Europe numéro 1, qui, dans sa matinale du jour de l'annonce, dit « La pollution mortelle des voitures diesel. 42 000 décès dus au diesel. » Un chiffre du ministère de l'écologie. 1000 à 1500 cancers du poumon dus au diesel. Des chiffres de l'Institut national du cancer, nous dit la journaliste. Ou encore l'Express qui titre, reprenant les titres d'un expert cité par le journal Le Parisien, « Rouler au diesel, c'est criminel ». Ouais, bon alors, moi je sais pas, mais pour vous, mais pour moi, ces infos qui font peur le matin, ça mine un peu la journée. Alors, avant de mettre votre criminel de voisin et sa Peugeot diesel en prison, ils sont criminels, nous on peut regarder qui dit quoi, en vrai. Ok, donc tu as fait ce travail ? Alors j'ai fait ce travail. Tu es allé décrypter l'information pour nous, c'est magnifique. Alors qui dit quoi ? Alors sur son site, le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, c'est un titre très français ça, pour un ministère, écrit dans son plan particules, en 2005, une évaluation de l'impact sanitaire pour 25 pays européens estimait qu'en France, près de 42 000 décès par an étaient dus à la pollution de l'air par les particules fines, liées aux activités de l'homme. Ah, ouais, donc 42 000 tout à l'heure c'était le diesel et là c'est les particules fines, c'est ça ? Et voilà, on ne parle plus de 42 000 décès dus au diesel, mais de 42 000 décès dus aux particules fines. Ok, mais enfin je pense que c'est pas la même chose, c'est ce que tu vas nous expliquer. Qu'est-ce que c'est ces particules fines ? Elles viennent d'où ?
Ben, c'est juste sur la page précédente du même site du ministère. Et donc, il dit, c'est donc la même source, dit, en France, les émissions primaires de particules fines, c'est-à-dire les très fines, c'est moins de 2 microns, enfin, on va pas rentrer dans le détail, c'est pas ça le problème, disent, donc, les particules fines proviennent à 34% d'une origine domestique, très majoritairement due aux appareils de combustion au bois. Les cheminées, les poêles, etc. À 31% d'une origine industrielle et énergétique. À 21% d'une origine agricole. Et à 14% du secteur des transports. 14% du secteur des transports. Ok. Donc, vous comprenez que c'est pas une très bonne nouvelle. Parce qu'il faudra aussi envoyer en prison votre voisin écolo et sa chaudière à bois. Bon, avec un peu de bol, c'est le même qui roule en Peugeot diesel. Ah, ça en fera qu'un. Et déjà, les prisons sont surchargées, mais bon. Ouais, c'est vrai. Mais qu'en est-il de nos 1000 à 1500 cancers dus au diesel? L'Institut national du cancer dit sur sa page qui relate la fameuse annonce du CIRC, en France, les particules fines diesel seraient responsables d'environ 1000 à 1500 nouveaux cas de cancer du poumon en 2011 et de 600 à 1100 décès. Okay. Nous y voilà, salaud de diesel. Donc, combien, attends, tu peux juste redonner les chiffres. Alors, on est parti de 42 000 au début, et puis là, on en est à 42 000, ça, c'est les décès dus au diesel, selon le ministère de l'écologie, etc. D'accord. Et en France, ça serait 1000 à 1500 cas dus au diesel. Donc, d'accord. On ne sait plus très bien. Mais, la fiche de référence, qui est sur la même page que l'annonce reprise par l'Institut national du cancer, dit, alors la fiche de référence s'appelle risque de cancer et particules fines. Alors elle dit, pour l'année 2002, on notera que les dates sont pas très bonnes, pour l'année 2002, et selon les estimations retenues, 600 à 1100 cancers, on retrouve les mêmes chiffres, décès par cancer du poumon seraient attribuables à l'exposition chronique aux particules fines. D'accord. Une charmante particule fine. Donc, vous voilà rassuré, si je viens de vous montrer que si vous mourrez d'un cancer du poumon, pas de quoi vous inquiéter, il y a finalement relativement peu de chances que ce soit dû au diesel. On comprend bien qu'avec une origine domestique majeure, à 34%, qu'il y a une partie des 31% d'origine industrielle et énergétique qui est due aussi à ce qu'on brûle un certain nombre de choses, ça vient quand même peu des transports, en tout cas pas de la voiture, qui représente que 14%, et avec les camions. C'est un peu différent, hein. Ouais, non, c'est complètement fou comme proportion. Hein. Parce que bon, j'en reparlerai après, mais on focalise sur uniquement le diesel, alors que c'est un vrai problème des particules fines. Pour être exact, le taux, les taux que j'ai donnés, 34% et 14%, varient si tu es en ville ou si tu es à la campagne. D'accord. En ville, effectivement, les transports sont plus importants que si on est à la campagne. Donc là, c'est les chiffres pour la France. Okay. Bon, tout est effectivement sourcé dans le document que je t'ai donné. Vous pourrez retrouver, je pense, sur le site. Exactement. Donc, plus sérieusement, revenons à l'annonce du CIRC. Que dit-elle? Que suite à une étude robuste de 2011, je reprends un peu les termes qu'ils donnent dans le document, qui n'est pas l'annonce, mais qui est le document de plus de fond. Ouais, l'étude derrière, en fait. Pas l'étude, mais il y a une page qui est mise en même temps. D'accord. Explique comment ils ont procédé. Donc, suite à une étude robuste de 2011 qui porte sur des travailleurs très exposés aux gaz d'échappement des moteurs diesel, les chercheurs ont trouvé une augmentation significative de risque de cancer du poumon. Après avoir croisé et éliminé de multiples causes, les gaz d'échappement diesel apparaissent dans ces conditions, un facteur déterminant de cette pathologie. Tu veux que je t'explique un peu un peu plus en profondeur comment ils ont fait?
Si tu as l'information, ouais, volontiers. Ouais. J'ai l'info, si t'as du temps, soit. On a un petit peu de temps. Marco nous a rejoint. Entre parenthèses, j'en profite pour lui dire bonjour. Salut Marco. Et bonsoir à tous, désolé du retard. Il n'y a pas de souci. Bonsoir Georges. Salut Marco. Salut, je crois que c'est la première fois qu'on se parle en direct, donc enchanté. Bon, ravi. Donc Georges, on t'écoute. Donc, je vais continuer, on reviendra après. Donc, cette étude qui a marqué l'annonce du CIRC fait suite à d'autres et permet en toute logique au CIRC de passer les émanations de diesel du groupe A2 au groupe 1, c'est-à-dire de probablement cancérogène à cancérogène pour l'homme. D'accord. On passe d'une catégorie à une autre, une catégorie où on avait déjà beaucoup de doutes, mais on n'avait pas la preuve évidente. Mm-hmm. Alors, ce n'est pas vraiment une surprise ni un coup de massue comme on a pu l'entendre. Plusieurs études allaient dans cette direction et la frontière était proche depuis longtemps. Donc, le diesel, enfin ces gaz de combustion, va rejoindre ses 107 petits camarades identifiés du groupe 1, dont le plutonium, le virus de l'hépatite B, mais aussi l'alcool, les benzopyrènes, la pilule, etc., etc. Il y a la pilule en groupe 1 ? Ah oui. Ah, c'est fou ça. Alors, je savais qu'il y avait un peu à boire et à manger dans le groupe A2. Eh bien non, puisqu'on a trouvé que effectivement c'est affirmé que la pilule, enfin une certaine forme de pilule, sont cancérigènes. Ok. Je suis pas un spécialiste, hein. J'ai repris la liste de ce qu'il y a dans le groupe 1. D'accord. Bon, le plutonium, on savait qu'il fallait éviter, mais il y a le chrome, il y a beaucoup de choses, hein, le benzène, on va voir les benzopyrènes. Enfin, il y a beaucoup de choses dedans, et beaucoup de choses qu'on touche tous les jours. Après, il faut voir comment est-ce que justement ils influent et quelle est la quantité, à quelle dose d'exposition on y est soumis, etc., etc. Parce que l'amiante, si tu la respires pas, c'est pas très cancérigène, quoi. Si elle est en bloc compacté et qu'il n'y a pas d'émanation, c'est pas un bloc de plutonium, quoi. Hein. Ouais. Donc, et le CIRC de conclure dans un langage dont seul l'OMS est dépositaire, étant donné l'impact supplémentaire des particules émises par les moteurs diesel sur la santé, l'exposition à ce mélange de produits chimiques devrait être réduite à travers le monde. Non, sans rire, ça rassure. Une vraie directive pleine de bon sens qui ne mange pas de pain pour les gouvernements. Ouais, l'art de se couvrir le derrière, c'est pas mal. Ouais. Et les notifications des agences de l'OMS sont toujours, quand tu les lis, c'est absolument incroyable. Alors, là j'en arrive à la fin. Pourquoi je pense que cette annonce est plutôt une bonne nouvelle ? Ouais. Tout d'abord parce qu'elle va très certainement pousser les autorités à mieux protéger les travailleurs les plus exposés. Sinon, ils vont avoir des problèmes avec les syndicats et ça, c'est très bien. C'est vraiment une bonne nouvelle. Et ça ne fera pas de mal aux populations moins exposées, c'est-à-dire nous. On aimerait bien qu'on respire un peu moins de particules. Voire même à encourager des études sur la pollution globale due aux particules fines, qui est le vrai problème, mais là, laissez-moi le droit de rêver. Sur ce, et pour cette petite critique des médias, je vous souhaite de bonnes vacances à tous, avec vos voisins, autour d'un super barbecue, plein de benzopyrène, pour un bon apéro, bien alcoolisé. Mais là, je doute fort que les médias vous traitent de criminels. Pourtant, là, tu nous as passé en revue une bonne partie de la liste du groupe, hein, c'est ça ? Bonne partie, non. Juste, il y en a deux, mais c'est vrai que les benzopyrènes dans les barbecues, c'est vraiment très très mauvais. Et que l'alcool, c'est très mauvais. Tout ça, c'est cancérigène. Donc, et c'est classé au groupe 1, et donc on devrait traiter comme ils ont traité dans les annonces que je vous ai montrées. Et j'en ai fait qu'une toute petite partie des annonces de presse.
parce que ça a été, ils sont partis dessus, hein. Alors l'erreur fondamentale étant évidemment que c'est pas le diesel, mais les particules fines dont le diesel dont les émanations de la combustion du diesel font partie. Ouais. Et encore, j'imagine que le diesel, finalement, on en est quand même conscient depuis un moment. Il y a des filtres à particules sur tous les pots d'échappement des moteurs diesel. Alors bon, je sais pas, je suis absolument pas spécialiste dans le domaine. Je sais pas quelle est l'efficacité de ces filtres à particules, mais enfin, j'imagine que ça chope quand même une bonne partie de ces particules fines. Cette histoire, c'est que la pollution au diesel se réduit effectivement. Tu le dis, on a fait beaucoup d'efforts et même la pollution se réduit dans les villes. Par contre, les filtres à particules font qu'ils laissent passer les particules les plus fines. Ah, d'accord. Ils détruisent une partie, mais presque ils augmenteraient un peu les productions de particules fines, très fines. Et là, ça fera peut-être l'objet d'un autre podcast science sur les particules fines ou particules très fines, inférieures à 1 micron. Bon, mais pourquoi pas? Voilà, une excellente idée de sujet. D'ailleurs, si tu as envie de continuer de creuser un peu, Georges, t'es le bienvenu pour nous le présenter. Peut-être pas deux, mais non. Je vais voir si je trouve une idée dessus, je vous le dirai. Non, mais ce qui m'a amusé, pourquoi je voulais revenir sur cette idée, c'est que effectivement dramatiser surdramatiser comme le font les médias en général quand tu fais des titres comme rouler au diesel c'est criminel. Je suis pas sûr qu'on ait vraiment besoin de ça. Alors, et en plus, ce qui pose un problème, c'est que si c'est une association environnementaliste qui dit ça, on peut le comprendre. Mais si c'est des journalistes de grands médias, ça pose un problème d'instrumentalisation de la science à ce moment-là. Ben, c'est clair. Tout ça c'est pas du tout ça qui est dit. Si je me souviens bien, Libération titre une classe de super cancérigène, c'est pas super cancérigène, c'est cancérigène, c'est tout, et ça n'existe pas la classe de super cancérigène. Ouais. Donc voilà, c'était un petit coup de gueule beaucoup plus pour les médias et cette ambiance de vouloir absolument dramatiser les choses. Bah écoute, ouais, coup de gueule salutaire. En tout cas, moi je suis vraiment content que tu l'aies fait. C'est ce que j'appellerais la bonne attitude, quoi. Pas tout gober tout cru, mais aller chercher un peu, aller creuser et ne pas se laisser avoir comme ça par les annonces sensationnalistes. On aimerait bien avoir le temps de le faire à chaque fois, ou en tout cas déjà avoir le réflexe, quoi, qu'on n'a pas forcément. Là, c'est vraiment génial que tu l'aies fait pour nous. Un immense merci, Georges, sincèrement. C'est aussi de m'avoir laissé, même enrhumé, vous annoncer ce petit billet d'humeur. Un immense merci, et je suis d'accord, c'est vrai que la leçon à tirer, c'est qu'il faut quand même avoir un minimum d'esprit critique face aux médias, quoi, aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, je pense que ça a toujours été comme ça aussi, de tout temps. Mais voilà, il faut analyser quand même l'information et pas la gober comme ça, comme si c'était une vérité absolue, quoi. Les médias se trompent volontairement ou involontairement, des fois. Voilà, après, c'est à nous de vérifier quand même les informations. On a la possibilité en plus. Et sans compter que ça a une influence énorme sur notre vie, parce que si on se concentre sur le cancer, sur les diesels, et si on se concentre pas sur les autres émanations, si on regarde les chiffres, alors il faudrait le regarder en profondeur, je vous ai laissé aussi une petite référence, c'est problématique. Ouais, c'est vrai que si on prend le vélo pour pas rouler en diesel et que derrière on fait des barbecues tous les jours, ou si on continue à faire des chaudières à bois sans filtre, c'est pas très bon. Oui, puis encore toutes ces choses aussi qu'on ne sait pas encore, il y a tous ces produits, donc on n'a pas assez de recul pour savoir l'impact qu'ils ont sur notre santé. Et il y a peut-être des produits qu'on consomme tous les jours régulièrement sans se douter du danger, et on apprendra dans 10 ans qu'ils sont super cancérigènes d'après la presse. Oui, d'après la presse, mais enfin bon. On vit assez bien, hein, et l'augmentation de la qualité de vie est quand même assez marquante, surtout dans les pays industrialisés. Parce que le vrai problème se pose dans les pays évidemment en voie de développement.
Ouais. Moi, j'étais plus exactement avec vous parce qu'il y a Franck qui a réapparu dans le paysage. Je vais l'ajouter de ce pas à la conversation. Bon, malheureusement, il a loupé le début, donc il va pas pouvoir réagir à ce que tu as dit, Georges. En tout cas, pas à chaud, mais il hésitera certainement pas à le faire après coup, une fois qu'il aura entendu ce que tu as dit. Franck, t'es avec nous? Oui, c'est là, je suis là. Salut Franck, bienvenue. Ouais, désolé, merci à tous. Ok, on venait juste de terminer avec Georges. Il nous a présenté un billet absolument passionnant. Je me réjouis que tu puisses le découvrir. Je suis sûr que tu auras plein de choses à dire. Et puis, qui sait, ce sera peut-être l'occasion d'une nouvelle conversation. Ah bah avec plaisir, ouais, je suis impatient d'écouter ça. Parfait. On va enchaîner. Alors, Marco. Oui, je suis là. C'est magnifique. Qu'est-ce que tu nous as mijoté cette semaine? Ça a été dur. Hein. Cette semaine, je vais essayer de parler un peu des satellites. Alors, je suis désolé parce que la journée s'est pas du tout passée comme prévu. Et donc, j'ai pas eu ma petite heure que je voulais pour vraiment finaliser quelques petites retouches. Donc voilà. T'es un perfectionniste. Je suis sûr que ça va être très bien. Dis-nous tout. J'espère. Bien, bon, on va commencer directement par une petite question, mais je suis sûr que vous aurez la réponse. Connaissez-vous le nom du premier satellite à avoir été envoyé en orbite? Sputnik. Ouais, très bien Franck, c'est ça, c'était Sputnik 1, donc c'était le 4 octobre 1957. Et ce fut un gros choc pour les États-Unis parce que l'URSS lançait alors la course à l'espace en mettant en orbite le premier satellite artificiel. Alors il s'agissait d'une sphère qui faisait à peu près 58 cm de diamètre, qui pesait quand même 83 kg. Elle fut placée sur une orbite elliptique à une altitude qui était comprise entre 225 km et 947 km et qui faisait le tour de la Terre environ en 98 minutes. Donc on verra peut-être un peu plus tard exactement ce qu'est une orbite elliptique et pourquoi l'altitude est comprise entre ces deux valeurs que je viens de donner. Donc quelle était la fonction de Sputnik 1? Mais tout simplement, c'était de mettre un bip sur les fréquences radio de 20 à 40 MHz. Alors, je sais pas, Alan, si on en a pas reparlé, je sais pas si tu as le son de Sputnik en réserve. Bien sûr, on va écouter Sputnik. Génial, écoutons Sputnik. Et voilà, c'était Sputnik. Voilà, c'est émouvant quand même, un son qui a plus de 50 ans. C'est vrai, ouais. Voilà, donc en fait l'étude des signaux, enfin de ces signaux en fait devait permettre d'étudier la propagation des ondes dans l'atmosphère. Et puis l'étude de sa trajectoire devait fournir des informations sur la densité de la haute atmosphère et sur la forme exacte de la Terre. Donc les appareils électriques du satellite ont fonctionné pendant 22 jours après le lancement, jusqu'à que les batteries soient complètement déchargées. Le 26 octobre 1957, elles ont été complètement déchargées. Ensuite, sa trajectoire a été surveillée et le 4 janvier 1958, Sputnik est rentré dans l'atmosphère et puis s'est consumé. Donc il avait fait alors 1400 fois le tour de la Terre, quand même. Entre-temps, les Soviétiques avaient déjà envoyé Sputnik 2 dans l'espace, un mois seulement après Sputnik 1. C'est Nikita Khrouchtchev, qui était à l'époque le premier secrétaire du Parti communiste soviétique, et qui avait exigé le lancement d'un second satellite en guise de célébration des 40 ans de la révolution russe. Donc le satellite a été construit en seulement 4 semaines dans l'urgence, mais il avait une autre particularité, puisque à son bord se trouvait un être vivant, et c'était le premier être vivant à être envoyé en orbite. Alors c'était pas un homme, c'était la fameuse chienne Laika. Donc malheureusement, comme beaucoup doivent le savoir, ça s'est quand même mal terminé pour cette chienne, puisqu'elle est morte 7 heures après le lancement. Alors elle serait morte de stress et de surchauffe à cause d'une défaillance du système de régulation de température, mais elle prouva quand même qu'un être vivant pouvait survivre en apesanteur. Et tout juste un mois après la destruction de Sputnik 1, les États-Unis lançaient leur premier satellite, Explorer 1, c'était en février 1958.
Le 12 avril 1961, donc 3 ans plus tard, les soviétiques envoient le premier homme dans l'espace, et le premier homme est Yuri Gagarin. Gagarin. voilà, Yuri Gagarin. Alors C'est moi qui l'ai en premier. Hein. Très bien, 2 points pour toi. Yes. Voilà, donc c'était lors de la mission Vostok 1. Et puis la France, elle lancera Astérix, son premier satellite, c'était en fin novembre 1965, donc presque 8 ans après Sputnik 1. Mais Astérix existait déjà? Oui. Ah non? Ah bah ouais, si t'as raison. Bah non. Goscinny, enfin bon bref, question annexe. Ouais, on en reparlera. Donc depuis, ce sont plus de 6000 satellites en fait qui ont été mis en orbite. Et pour la Suisse, alors le premier satellite pour la Suisse, puisque je pense qu'il y a des amis suisses qui nous écoutent aussi. Donc le premier satellite suisse a été lancé en 2009, donc c'est tout récent. Alors c'est le premier satellite 100% suisse, hein, parce que la Suisse a quand même participé à des projets, mais là c'était vraiment le premier satellite 100% suisse. Donc c'est SwissCube, il s'appelait SwissCube, c'était un tout petit satellite de 800 grammes. Alors c'est toujours un petit satellite de 800 grammes, qui est muni d'un petit télescope. Il est l'œuvre d'un groupe d'étudiants qui viennent de différentes universités suisses, dont l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Hein, donc Lausanne, ta ville quand même, Alan. J'espère que t'es fier. T'as participé à Alan peut-être? Comme un coq. Alors pas du tout, non. Mais on avait une vague idée qui traînait comme ça de contacter cette équipe. C'était une suggestion que nous avait faite Xavier Durussel. Et je sais plus ce que j'ai fait, mais je l'ai pas fait. J'ai un petit peu honte en réalité. Vous me demandez si je suis fier. Là, je suis dans mes petits souliers. On aurait pu en parler sur Podcast Science. Ouais. Et puis, pour être complet sur les satellites suisses en orbite, sachez qu'il y en a une deuxième qui a été lancée en fait en juillet 2010, encore par un groupe d'étudiants d'une université en Suisse italienne, une université qui s'appelle SUPSI. Et cette fois-ci, il était un peu plus gros puisque le premier, donc je disais qu'il faisait 800 grammes, celui-là fait 994 grammes. Donc presque le kilo quand même. Okay. Un beau donc bébé, c'est vrai que c'est un petit bébé. Un petit bébé, c'est vrai que c'est rien aux tonnes de certains satellites. Donc on va faire un peu de physique maintenant, puisqu'on va parler de la trajectoire et des satellites. Alors je vais pas m'attarder sur le lancement des satellites par les navettes. Déjà pour pas faire un dossier trop long et puis parce que j'ai pas trop eu le temps du coup de rajouter quelques lignes. Alors on va se placer directement en orbite. Et qu'est-ce qu'une orbite? Donc en première définition, il s'agit de la trajectoire que suit un astre ou un satellite artificiel pour notre cas lorsqu'il est en mouvement autour d'un objet céleste de plus grande masse que lui. Donc forcément un objet céleste qui est de plus grande masse que lui. Alors cette trajectoire ne se fait pas de façon aléatoire, mais elle résulte des lois de la gravitation. Alors en guise de bref rappel ou d'information pour ceux qui ne seraient pas familiers avec cette partie de la physique, rappelons que Newton avait stipulé que les corps s'attirent grâce à une force, la force gravitationnelle, qui est proportionnelle à leur masse et inversement proportionnelle au carré de leur distance. C'est-à-dire c'est une force qui suit une loi en carré inverse. Alors est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce que c'est qu'une loi en carré inverse? Alors, le premier de classe, là, il appuie sur le buzzer? Il c'est pas là, le premier de la classe. T'entends plus Franck, là. Ok, je vais prendre la relève, mais bon, c'est triché, je me suis un petit peu préparé. En gros, ce que dit la gravitation newtonienne, c'est que chaque objet dans l'univers attire les autres. Donc, l'air de rien, comme ça, Marco, quand tu es assis à parler, tu attires à toi le plafond, la table, les rideaux à l'aide de ton tout petit champ gravitationnel personnel. Et tous ces objets t'attirent eux aussi. En fait, tout s'attire. Et c'est là que ça devient intéressant. Les règles qui régissent cette attraction tiennent en une simple équation mathématique qui dit en gros que l'attraction est proportionnelle à la masse de chaque objet. Donc ça veut dire que plus l'objet est gros et plus il attire ce qui est autour de lui. Et en même temps inversement proportionnel au carré de la distance entre les objets. Donc en bon français, ça veut dire que si on double la distance entre deux objets, on divise par 4 l'attraction entre eux. C'est aussi simple que ça. Enfin, ça a l'air très simple comme ça. C'est ça. Moi j'ai compris. Okay. C'est ça, voilà, c'est ça que quand la distance double, en fait, la surface sur laquelle se répartit le flux est lui multiplié par 4, puisqu'on multiplie par 2 on va dire la longueur, enfin les deux longueurs, quoi. C'est ça. Voilà. Donc du coup l'influence du champ est divisée par 4. Voilà.
Donc effectivement, comme tu disais, on a tous, on crée tous un champ gravitationnel. Alors pour nous, c'est très petit, très faible. On le ressent pas, puisque devant la constante gravitationnelle qui est quand même en 10 puissance moins 11, notre masse fait quand même pas le figure. Mais il existe pourtant ce champ, grâce à notre masse. Mais la force qui résulte de la masse de la Terre est bien plus importante, puisque la masse de la Terre est beaucoup plus grande que la nôtre forcément. Et elle est tellement plus importante que nos muscles se fatiguent tous les jours à le vaincre pour nous maintenir debout et qui nous ramène au sol lorsqu'on saute. On pourrait alors se demander pourquoi les satellites ne retombent pas vers la Terre eux aussi, puisqu'ils sont également soumis au champ de gravité terrestre. Attends, j'ai une petite coupure. Qu'est-ce qu'on peut se demander ? On pourrait se demander pourquoi les satellites ne font pas comme nous, pourquoi ils retombent pas sur Terre. Nous, quand on saute, on retombe immédiatement sur Terre, attirés par le champ de gravitation de la Terre. Pourquoi les satellites, eux, ne sont pas attirés, pourquoi ils ne retombent pas sur Terre ? Parce qu'ils sont trop loin. Non, ça nous avance trop vite. Moi, j'ai essayé, d'accord. Voilà, la réponse d'Alan est déjà proche de la réalité. En fait, les satellites, ils tombent sur Terre. Ils tombent sans arrêt, ils tombent en permanence vers la Terre. Et pour mieux comprendre, on va prendre l'expérience de pensée du canon de Newton. Voilà, c'est son nom, ça s'appelle comme ça. Donc on imagine un canon qui tire des boulets. Et puis on va négliger les forces de frottement qui sont dues à l'atmosphère. Donc ça veut dire qu'une fois lancés, les boulets conservent leur vitesse initiale. Donc si on augmente progressivement la vitesse d'impulsion que l'on donne au départ de chaque boulet, celui-ci va retomber de plus en plus loin. Jusque-là, vous me suivez ? Ouais. D'accord. Et à partir d'une certaine vitesse, l'objet chute, mais sans jamais atteindre le sol du fait de la courbure de la Terre. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, à chaque instant, l'élévation d'altitude due à la courbure de la Terre est compensée par la perte d'altitude due au champ gravitationnel terrestre. Je sais pas si c'est clair comme ça aussi. Écoute, pour moi c'est très clair parce que je l'ai entendu il y a pas longtemps dans Radiolab et ça m'a complètement fasciné. Je m'étais jamais posé la question comme ça. Mais c'est vrai que si tu tiens une balle de pistolet dans la main et que tu la lâches par terre, elle va tomber à une certaine vitesse. En fait, la balle que tu tires avec ce pistolet à l'horizontale, elle va tomber exactement à la même vitesse. Sauf qu'elle avance en même temps. Et puis, passé une certaine vitesse, elle arrive à ne plus tomber. En fait, elle tombe, mais comme tu viens de le dire, c'est compensé par la courbure de la Terre. Voilà, elle tombe toujours, mais comme la Terre est ronde, elle tombe en permanence à cause de la courbure. Et donc, quand on arrive dans ce cas-là, on dit que l'objet est satellisé, et puisqu'il chute en permanence vers la Terre, voilà, sans jamais s'en approcher. Donc, à chaque altitude, en fait, correspond une vitesse, dite vitesse de satellisation, qui est la vitesse minimale que doit posséder un satellite pour rester en orbite à cette altitude autour d'un astre. Cette vitesse, donc, elle dépend de la distance par rapport au centre de l'astre et de la masse de l'astre. Donc, la formule, là, je vous la donne, la formule théorique, c'est que la vitesse est égale à la racine carrée de g, la constante gravitationnelle, fois la masse divisée par la distance. Et ça nous donne la vitesse théorique de satellisation. Donc par exemple pour la Terre, la première orbite qui est théoriquement utilisable se trouve à 200 km d'altitude. Parce qu'à cette altitude, nous sommes au-dessus de l'atmosphère et les satellites en orbite ne subissent alors plus de la force de frottement qui les rend tirés. Et à cette altitude, la vitesse de satellisation vaut environ 7,8 km par seconde. Donc c'est une vitesse qu'on appelle d'ailleurs souvent la première vitesse cosmique. C'est la vitesse que doit avoir le satellite pour pouvoir rester en orbite à cette altitude. Si le satellite est lâché sur une orbite donnée, avec une vitesse inférieure à la vitesse de satellisation, l'objet va alors tomber. Il va retomber sur Terre. Donc plus ou moins rapidement, suivant la vitesse qu'il a réellement. Dans le cas d'une vitesse égale à la vitesse de satellisation, la trajectoire va décrire un cercle. Et si la vitesse est plus élevée, l'objet va alors décrire une ellipse. C'est-à-dire qu'en fait, sa distance par rapport à l'astre ne va pas rester constante et va varier entre un minimum qu'on appelle le périgée et un maximum qu'on appelle l'apogée. Enfin, on les appelle périgée et apogée quand l'astre autour duquel tourne le satellite est la Terre. D'accord. Voilà. Et donc, plus la vitesse tangentielle, en fait, la vitesse, c'est surtout la vitesse tangentielle dont on parle depuis le début, la vitesse par rapport à la trajectoire, plus elle sera élevée, plus l'apogée...
La tangente, c'est la droite qui coupe le cercle. C'est la droite qui coupe le cercle perpendiculairement au rayon, c'est ça? Qui coupe le cercle perpendiculairement au rayon, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Et qui est donc tangente au cercle en même temps. D'accord. Donc elle ne coupe pas. Ouais, elle coupe la droite en fait. Elle coupe pas le cercle, Voilà. mais elle coupe Oui, d'accord. Donc plus la vitesse tangentielle en fait va être élevée, plus l'apogée se situera loin. Et donc vous vous doutez bien qu'il va exister une vitesse à partir de laquelle l'apogée va se trouver si loin que le corps en orbite va se retrouver alors arraché de l'attraction gravitationnelle de l'astre. Et cette vitesse, on l'appelle vitesse de libération. Et pour l'orbite que je vous donnais, la première orbite là, à 200 km d'altitude, elle est de 11 km par seconde. C'est-à-dire que si on lance un satellite avec 11 km par seconde, il va s'arracher de l'attraction terrestre. Et il partira au fin fond de l'espace. Donc une fois en orbite, la trajectoire du satellite va alors dépendre des 3 lois de Kepler. Ce sont en fait des lois que Johannes Kepler a établies en 1609 suite aux analyses des observations astronomiques qu'avait fait Tycho Brahe quelques années auparavant. Tout d'abord, il y en a déduit une première loi qu'on appelle la loi des orbites et qui dit que l'orbite d'un satellite a la forme d'une ellipse dont un des 2 foyers se trouve au centre du corps céleste autour duquel il gravite. Donc dit autrement et dans le contexte du système solaire, cela donne simplement que les planètes décrivent une ellipse dont le Soleil est l'un des foyers. D'accord. Voilà. Donc précisons quand même qu'une orbite circulaire est un cas particulier de l'ellipse où les 2 foyers cette fois-ci sont confondus au centre du cercle. La deuxième loi, c'est la loi des aires et elle nous dit donc que la droite qui relie le centre de l'astre au satellite balaie toujours une aire égale dans un intervalle de temps donné. Donc si on applique ça au système solaire et à nos planètes, le rayon Soleil-planète, ou Soleil-Terre par exemple, balaie des aires égales pendant des intervalles de temps égaux. Donc la conséquence, c'est que en parcourant son ellipse, plus le satellite va être loin de l'astre, plus lente sera sa vitesse. Puisque le segment en fait qui relie l'astre au satellite va balayer une plus grande surface en même temps, vu que ce segment est plus grand, plus long, donc il devra le faire plus lentement. Oui, on peut résumer par plus c'est loin, plus c'est long, quoi. Plus c'est lent, quoi. C'est ça, voilà, exactement. Okay. Ouais, d'accord. Donc, par exemple, pour la Terre, son périhélie, donc tout à l'heure je disais le périgée parce que le centre était la Terre. Pour la Terre autour du Soleil, on dit le périhélie. D'accord, donc G comme géologie, c'est la Terre, et puis Hélie comme Hélios, le Soleil. Héliotrope, héliocentrique, c'est le Soleil. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc Okay. le périhélie, c'est donc le point de l'ellipse où la Terre est le plus proche du Soleil. Et elle est atteinte entre le 3 et 5 janvier généralement. Donc cette année, ce fut le 5 janvier à minuit. À cette date, en fait, la Terre est à 0,983 unités astronomiques. Donc je donne la distance en unités astronomiques puisque c'est un peu une distance de référence. L'unité astronomique, c'est la distance moyenne entre la Terre et le Soleil. Ouais. Voilà. Donc au plus proche, elle est à 0,983 unités D'accord. astronomiques. Et la vitesse à ce moment-là, elle est de 30,4 km/s. Et le 5 juillet 2012, à 3 heures, donc dans très bientôt, elle sera à son aphélie. Et la distance sera alors de 1,017 unités astronomiques et la vitesse de 29,4 km/s. Donc il n'y a pas une énorme différence entre les deux quand même, mais elle existe. Donc c'est pas, la Terre ne décrit pas autour du Soleil une trajectoire circulaire parfaite, mais bien une ellipse. Mm-hmm. Enfin, la troisième loi, qu'on appelle aussi la loi des périodes. Alors cette loi elle est un peu plus mathématique. Elle stipule que la période de rotation du satellite autour du corps varie comme le cube de la longueur du grand axe de l'ellipse. Donc si on dit que T est la période et A le grand axe de l'ellipse, c'est-à-dire en fait la plus grande distance entre l'astre et le satellite,
alors on a T au carré, qui est proportionnel à A au cube. Et A, c'était quoi déjà? A, c'est en fait le grand axe de l'ellipse. Ah d'accord, ouais. Ok. Voilà. T'as mis un schéma ou quelque chose dans le dossier? Donc oui, dans le dossier, il y a des schémas. Alors pour celui-là, je sais plus si celui-là il y avait un schéma, je sais plus. Moi, je le mettrai au cas où. Donc en fait, ça veut dire que si on connaît la période d'un satellite, eh bien, on peut en déduire la distance à l'astre et inversement. Donc à partir de ces lois de Kepler, on arrive en fait à déterminer la trajectoire et donc la période orbitale, la vitesse orbitale d'un satellite. Voilà. Donc, si on fait le calcul, par exemple, pour une orbite géostationnaire, on va en parler plus tard de l'orbite géostationnaire, la vitesse est de 3 km/s. Voilà. Donc, maintenant qu'on a parlé un peu de physique, on va parler un peu des différentes catégories. À moins que quelqu'un ait une question, non? Ouais, moi j'avais une question. Pourquoi est-ce que quand on est en apesanteur, quand on voit les astronautes en apesanteur, on voit pas les objets, on les voit pas attirer les objets? On les voit pas attirer quand on est en apesanteur? Ouais, quand tu vois les astronautes en apesanteur, ouais. tu vois, ils tiennent un objet, l'objet l'objet est pas attiré par eux. Tu vois ce que je veux dire? Ben non, ils le tiennent parce qu'ils le tiennent. Mais s'ils lâchaient, ils partiraient. Tu verrais qu'ils s'éloigneraient très vite de l'objet. Hein. Et pourquoi l'objet est pas attiré par eux? Parce qu'ils sont plus lourds. Il faudrait qu'il soit beaucoup plus lourd pour qu'on puisse observer l'effet, non? Oui, là-bas c'est trop faible. Parce que la distance aussi est très faible, donc ça compenserait un peu. Enfin non, d'accord, c'est parce que la masse est trop faible, ok. Oui, parce que comme j'ai dit au début, si tu veux, la constante gravitationnelle, elle est de l'ordre de 10-11. Donc la distance, même si tu divises par une toute petite distance, tu multiplies par une masse qui va être par exemple de 70 kg. Ouais, c'est trop petit, ouais. Tu vas rester voilà, quelque chose en 10-10 quoi, voilà. Ouais, d'accord. C'est insignifiant quoi. Ok, d'accord. Voilà, c'était la question philosophique. Si t'en as d'autres idées comme ça, n'hésite pas. Hein. Ok. Donc on va parler des différentes catégories de satellites. Hein. Donc la mise en orbite d'un satellite prend des avantages suivant le domaine d'application. Donc il y a bien sûr des satellites de télécommunication. Ce sont des satellites utilisés uniquement pour transmettre des informations d'un point à un autre de la Terre. Alors que ce soit des communications téléphoniques ou des transmissions de données, ce que permettent de faire des réseaux téléphoniques par satellite comme Globalstar, Iridium ou Thuraya. Ou encore ils peuvent transmettre aussi des programmes télévisés. Donc ces derniers transitent principalement par la flotte d'Intelsat, donc c'est quand même une flotte de 51 satellites, Eutelsat avec les satellites les plus connus qui sont Hotbird, Atlantic Bird, et puis il y a aussi la flotte de la SES ou la Société Européenne des Satellites avec les fameux Astra 1 et Astra 2 que je pense que vous devez connaître. Les satellites Astra, ouais. Enfin, oui. On les connaît pas personnellement, mais c'est. Oh non, ouais. Ils sont, je pense que c'est les plus connus chez les amateurs de télévision par satellite. Donc, ce sont en fait des satellites qui émettent des bouquets de chaînes payantes. Hein, c'est ce qu'on reçoit sur nos paraboles. Ils sont situés donc à une orbite particulière qu'on appelle l'orbite géostationnaire, dont on parlait tout à l'heure. Elle est environ à 36 000 km d'altitude et comme son nom l'indique, c'est une orbite où le satellite reste toujours au même endroit par rapport à la Terre. D'accord. Voilà, donc on comprend en fait que pour éviter d'avoir à régler en permanence nos antennes paraboliques, cette orbite a quand même un intérêt non négligeable pour les satellites de communication. Elle est à 36 000 km de la Terre ? À peu près, c'est un peu moins, c'est 35 700 ou je sais plus, des brouettes quoi. Mais c'est super loin ça, non ? C'est pas spécialement loin ? C'est super loin, ça dépend, après c'est relatif. Il y a des satellites qui sont plus loin encore ? Je pense pas. J'ai justement voulu chercher, mais je pense pas. Je vois pas l'intérêt en fait. Il y a peut-être un intérêt que je vois pas là comme ça directement, mais je pense que il y a pas d'intérêt à envoyer plus loin que ça. À 36 000 km, le satellite tourne en même temps que la Terre, quoi. Je pense pas qu'il y ait d'intérêt à ce qu'un satellite fasse un tour de la Terre quand la Terre a déjà tourné 2 fois sur elle-même, quoi. Je vois pas d'intérêt particulier comme ça qui me viendra à l'esprit. Donc je pense que la plupart des satellites, en tout cas, sont à moins de 36 000 km.
Voilà, la majorité. Je pense qu'il n'y en a pas au-delà, mais je peux pas te garantir. D'accord. Voilà. Donc ensuite, il y a aussi des satellites de télédétection. Alors ces satellites d'observation scrutent la Terre dans un but scientifique. Donc pour évaluer la température de la mer, par exemple, l'évolution du manteau neigeux, le suivi des aérosols en suspension dans l'atmosphère. Ça peut être aussi pour des raisons économiques, donc pour oui, j'ai entendu parler. Ah non, j'ai cru entendre. Excusez-moi, j'ai cru entendre parler. En fait, je me suis entendu en retour. Excusez-moi. Donc je continue. Donc pour des raisons économiques, pour évaluer par exemple des ressources naturelles ou des terrains agricoles, ou éventuellement pour des raisons militaires dans le cas des satellites espions. Alors comme exemple, on trouve la famille des satellites de Météosat qui fournissent des données pour observer les phénomènes atmosphériques et nous permettent de faire des prévisions météorologiques. Alors en général, les satellites de télédétection ont une orbite héliosynchrone. Alors ce sont des orbites en fait qui se font dans le plan polaire. Alors dans le plan polaire, c'est-à-dire du pôle nord au pôle sud et puis du pôle sud au pôle nord, hein, d'accord. Et dont l'altitude qui est généralement compris entre 600 et 1000 km, donc c'est des orbites basses. Donc l'altitude et l'inclinaison sont choisis de façon à ce que l'angle entre le plan de l'orbite et la direction du Soleil reste à peu près constant. Je sais pas si vous m'avez compris. Ouais. Voilà. Ouais, je vois. Donc l'intérêt en fait d'une telle orbite, c'est que le satellite repasse au-dessus du même point de surface à la même heure. Mm-hmm. Et donc avec le même éclairement que la veille, quoi, pour la zone observée. Donc c'est pratique pour des satellites qui effectuent des photographies en lumière visible, pour observer des variations, donc comme le fait la flotte de satellites Spot, qui photographie en fait la planète depuis plus de 20 ans, ou encore le tout nouveau Pléiade 1, le satellite Pléiade, dont Nico aurait pu nous parler ce soir, puisqu'il le connaît bien, mais malheureusement il n'est pas là. Par contre, des satellites comme Météosat, eux, se situent plutôt sur une orbite géosynchrone, afin d'observer toujours une même zone, quoi. Donc suivant l'objectif du satellite, c'est soit des orbites géosynchrones ou héliosynchrones. Okay. D'accord. Donc il y a bien sûr aussi les satellites de positionnement. Donc ceux-là, on en a entendu plus ou moins parler. Ce sont les satellites qui permettent de connaître la position d'objets à la surface de la Terre, dans l'atmosphère, mais également dans l'espace. Ce sont par exemple les satellites utilisés pour nos systèmes GPS. Alors ce qu'on utilise, nous, notre système GPS, il s'agit d'une flotte de 30 satellites Navstar qui évoluent sur 6 plans orbitaux qui ont une inclinaison de 55 degrés par rapport à l'équateur. Et qui se situe environ à 20 000 km d'altitude. Donc sur cette orbite, ils font le tour de la Terre en 11 heures 58 minutes et 2 secondes, c'est-à-dire en fait un demi-jour sidéral. Et donc après un jour sidéral entier, le satellite revient toujours au même endroit vu du sol. Donc pour préciser ce que c'est un jour sidéral, c'est en fait le temps que met la Terre pour faire un tour complet sans tenir compte de sa rotation autour du Soleil. D'accord. Mais ça fait pas tout à fait 24 heures alors. Voilà, c'est pas tout à fait 24 heures.